Biblion Watata. Fable cosmogonique d'un univers utopique et possible. Ode d'Apocalypse ou tissage des destins. Au commencement des temps nouveaux éclata une famine ingérable et ingérée, amenée par les malices d'Oromo. La cité, devenue monumentale, vit périr un grand nombre de ses sujets et de ses héros. Les membres du conseil, Kogi, Li et Mozabité, se disputèrent alors le pouvoir et le royaume fut scindé en trois. Kogi prit les terres de l'île haute où les grands froids et les neiges éternelles le protégea du reste du monde. Li s'empara de la région est, dominée par les montagnes et les plaines nourricières. Mozabité se retrouva coincé dans l'enclave ouest et put s'octroyer les plus grands ports du pays. La cité prospère et unifiée se métamorphosa en royaume oligarchique et guerrier. Ré, le grand maître de l'ancien conseil, auparavant chargé de consigner toutes les décisions de l'État unifié, se retrouvait désormais messager des trois ennemis. Il sut garder la confiance de chacun, ce qui faisait de lui le seul à pouvoir traverser les nouvelles frontières sans encombre. Traçant les routes et les bois sur Romagnotte, son loup que certains disent ailé, il s'efforça en vain de conserver la paix, et 10 années de guerre ruinèrent le pays. Durant cette période sombre, Kogi fut trahi et assassiné par Sicily, servante de son palais, soudoyée par Mozabité pour cet acte terrible. Harikara, neveu de Kogi, prit le trône de l'île haute et envoya son armée, dirigée par Bil, la chef-d'œuvre ectoplasme, sur les terres du sud. Là, sur les plaines de Dong, un combat sanglant et sans vainqueur eut lieu. Bil et son lieutenant Gouros prirent la fuite. De peur du courroux d'Harikara, ils s'installèrent dans la forêt d'Irok, où vivent et se répandent les bêtes maléfiques d'Oromo. Au vu de ces atrocités, Li fit construire des murailles que l'on disait dignes de Zappara, reliant les montagnes entre elles. Il se terra dans ces contrées, et des années de siège, orchestrées de part et d'autre par Harikara et Moken, fils héritiers de Mozabité, le poussa à la fuite éternelle, laissant la garde de ses terres desséchées à sa sœur Emrazig. C'est à ce moment précis que les tueries s'arrêtèrent. Las de ces souffrances infligées à leur peuple et à eux-mêmes, les trois héritiers signèrent sous le regard bienveillant de Ré un acte de paix, laissant le royaume détruit et empli d'une odeur de honte et de haine. Des frontières furent tracées et les peuples restèrent scindés. On ne revit plus Ré pendant un long moment, et le temps eut ses effets. Quand il revint de son exil, il était accompagné de Bil et Gouros. On ne sut rien de cette période, mais avec eux, sur le dos de Romagnotte, se trouvait un jeune enfant. Ils firent le tour de l'île pour annoncer la nouvelle. Cet enfant se nomme Tu. Il serait le fils de Ruten, une descendante directe d'Azéris, le frère rescapé de Bozo, dernier gardien de la mythique Zappara. Tu, du sang de la Loufang coule en lui, et il vient pour réunifier le pays. La nouvelle fit grand bruit, et l'espoir, chose perdue ou oubliée durant ces années de terreur, scintilla de nouveau dans les yeux du peuple de l'océan. Au tréfonds de la Grande Guerre, déjà, des voix raisonnables parlaient du retour d'un héritier des temps, qui aura la stature de réunifier les contrées ennemies et de rebâtir ici une cité digne de Zappara. Mais comment avoir pleine confiance en ce jeune inconnu? Ré, sentant le doute naître de la joie, laissa à Harikara, Moken et Emrazig le soin de planifier et préparer ensemble une épreuve que seul un descendant de la Loufang sera à même d'accomplir. Pour ce premier acte de réunification, les trois héritiers se rencontrèrent sur la plage où jadis Dinka accosta pour la première fois. Harikara, accompagné d'Arabella, son conseiller aux 1000 savoirs, Moken et le mage Bacchas, renommé dans toute l'île pour ses chants faisant parler les voix cachées de la mer, et Emrazig, suivi de son éternel ami Béjas, marchèrent le long de la rive, cherchant à se laisser compter le jugement idéal. Au loin, les tonnerres de Bru se firent entendre et un sursaut intérieur les frappa,
comme un instinct gardé en eux depuis la nuit des temps. Ce souvenir de sang que chacun pourra comprendre les mit d'accord sur la marche à suivre. 2 lunes plus tard, poussés par l'annonce de ce jour unique, tous les habitants de l'île se retrouvèrent dans la vallée de Canadi. Cet amphithéâtre naturel eut son rôle dans l'histoire des descendants d'Opis. Ici furent enfouies les planches du vaisseau Valon Zapara. Ce lieu de mémoire est devenu l'agréable vallée ombragée par les feuilles de frison, l'arbre céleste et unique ayant poussé dans cet espace aride. On dit que cet arbre est né du bois même du navire des naufragés, et qu'il est le seul encore vivant à avoir été touché par les doigts de l'Ive. Cet arbre est immense et respecté. Il garde toujours ses feuilles, été comme hiver, et ne s'assèche jamais, même au beau milieu de ce désert brûlant. Aucune lame ne peut l'entailler, aucun feu ne peut le consumer. Jarawa, Tanala et Yoruba, orateurs respectés, prirent la parole devant la foule silencieuse. Ils expliquèrent les tenants de cette procession en émergence. Ici défileront tous ceux se prétendant dignes de porter le fardeau de la gouverne. Un à un, patiemment, chacun pourra tenter d'arracher à Frison une racine ou une branche. De ce tronçon sera façonné le sceptre du gardien de notre peuple. Par désir, par curiosité ou par jeu, tous tentèrent leur chance. Certains se brûlaient les mains au contact de l'écorce. D'autres s'acharnaient à tirer de toute leur force, mais finissaient épuisés ou endormis. Une partie même ne put s'approcher à bonne distance, tellement cet arbre impressionnait. Quelques-uns sentirent une branche bouger, légèrement, d'autres ne faisaient qu'y croire. Mais tous, de jour comme de nuit, se retrouvèrent impuissants face à ce colosse végétal. De Kiowa des vents du nord accrus des rives ouest, de Lapon ayant traversé le pays à Mandchou, paysan des terres de l'Obi, même Navaillais, le guerrier inclassable, et Norman, celle à qui les rouges-gorges obéissent, sans compter Olone, Piraa et Séraphade, les sereines à 3 cœurs. Mais tous, une nuit venue, abandonnèrent au pied de l'arbre. Lorsque le soleil se leva de nouveau sur la vallée de Canadi, la légende parla. Tu étais là, en haut de l'immensité. Peut-être avait-il grimpé pendant la nuit, peut-être s'y cachait-il depuis longtemps. Certains diront même que tu es né de ces branches, papillon d'un cocon céleste. Sous le regard de la foule amassée, tu arracha une feuille verte et descendit de Frison. Une fois arrivé sur le sol, tout le monde fut ébahi. La petite feuille se mit à grandir et se métamorphosa en un bâton solide et sculpté pour un roi. Cette branche restera dans la postérité sous le nom de Zayan. Tous comprirent qu'ils n'avaient nul besoin de s'agenouiller ni d'exprimer leur allégeance, car ils avaient en face d'eux un descendant de Fang, l'égal de tous, pouvant régner dans l'harmonie de la volonté de chacun. Très vite, le monde changea. Un palais fut érigé avec le bois de Frison sur la colline Ainu, espace central de l'île, reliant par les fleuves Arawak et Ashanti les 4 coins du royaume. Chacun y avait sa place, et une confrérie où tout être pensant pouvait siéger se mit en place. Parmi les membres les plus remarquables et les plus actifs, il y avait bien sûr Ray, qui resta longtemps le conseiller fidèle de Tu. Bill et Goros, maîtresses et maîtres d'armes qui se chargèrent de l'entraînement de tous. Arabella, représentant les contrées nord. Bacchas, représentant les contrées ouest. Béja, représentant les contrées est. Boshiman, la franchise que Tu épousa. Cheyenne, le valeureux chargé d'enquêter et de regrouper les souvenirs perdus de l'ancien temps. Krek et Dakel, suivant les conseils et les actes de Cheyenne. Et tant d'autres noms déjà cités ou qui seront un jour comptés par les souvenirs vagues de sincères légendes. De là se noya l'histoire, des successeurs de Angejita jusqu'au lac céleste de la fée Anne, où tu reposeras à jamais. Des découvertes majeures des temps futurs, aux mélanges ancestraux des sangs et des émotions. De par le mont Kunas, où règne tout un peuple, au précipice de l'Adine, où siègent les désirs. Des êtres irrationnels de Munduruku,
à l'envolée étoilée de feux samaritains, des songes de Siwis aux pensées de Wayao. Tout se meurt et se mélange, tout vit et s'illumine, pour toujours et dès maintenant.